Oui, merci beaucoup. Donc, euh, je vais être finalement pas mal dans des thématiques évoquées par Yves. Moi aussi, j'ai des choses qui m'énervent. Donc, j'espère que mon énervement va apparaître dans ma présentation. Et mon énervement est pas mal lié aussi à des termes mal définis. Donc, je vais parler un peu de ça. La chose que je veux questionner, c'est un paradigme qui est très présent dans les médias. Je vais pas parler des vérités, en fait, ou de façon juste anecdotique. Ça ne faisait pas partie de la commande de Jean-Marc quand il m'a demandé. Donc, je vais parler d'intelligence artificielle, je vais parler de modèles des langues en particulier et de ce qu'ils font. Et de cette question de intelligence artificielle. Je trouve que la notion même d'intelligence artificielle est aberrante, justement parce qu'elle est très très mal définie. On ne sait pas ce que c'est. Et en particulier, cette idée d'une opposition entre une intelligence artificielle qui s'opposerait à une intelligence humaine. Bon, à mon avis, le problème là-dedans, c'est qu'on a défini ni intelligence artificielle ni intelligence humaine. On ne sait pas ce que c'est que l'intelligence. Et en fait, les jeux de cette opposition consistent très souvent à revendiquer un espèce de ce que j'appellerais un privilège humain, euh, encore une fois, sans que ce qu'est l'humain soit bien défini. J'aime bien citer Turing. Vous avez plein de fraises à la crème ici. Alors, vous savez, tous les arguments de dire, mais une machine n'arrivera jamais à faire ça. Alors, Turing cite et il parle de arguments from various disabilities. These arguments take the form, I grant you that you can make machines do all the things you have mentioned, but you will never be able to make one to do X. So, donc, vous n'arriverez jamais à faire une machine qui sait faire ça. Hein, moi, je le dis en français, c'est plutôt, mais une machine n'arrivera jamais à faire ça. Et ça, vous remplacez avec ce que vous voulez. Et donc, Turing, qui est d'une ironie sublime, il dit, par exemple, be kind, resourceful, beautiful, friendly, have initiative, have a sense of humor, tell right from wrong, make mistakes, fall in love, enjoy strawberries and cream. Une machine n'arrivera jamais à aimer les fraises à la crème. Et là, on se dit, mais pourquoi c'est quoi qu'on veut démontrer? En fait, c'est comme si on allait chercher des caractéristiques de l'humain ou présupposées de l'humain. En fait, quand l'intelligence artificielle sait faire quelque chose, on va dire, bah non, mais c'est pas ça que j'entendais par intelligence. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est, bah, donne-moi d'abord une définition de ce que tu crois être l'intelligence, puis si cette définition est correcte, si cette définition est juste, je dirais, pour aller dans l'essence de Yves, si cette définition est non ambiguë et scientifique, alors une machine peut le faire. Je serai sur ça parfaitement d'accord avec ce que raconte von Neumann, hein, qui, dans un colloque de 48, bon, moi je résumerai, tout ce qui peut être défini de manière non ambiguë, peut-être on peut ajouter formelle, peut être modélisé. Donc, le problème, ce n'est pas tellement de de faire une course entre l'être humain et l'intelligence artificielle et la machine, mais plutôt d'essayer de voir si nous sommes capables de produire des définitions précises, formelles, non ambiguës et donc scientifiques, hein, ce que nous voulons, ce dont nous voulons parler. Hein. Von Neumann avait dit dans ses colloques, You insist that there is something that a machine can't do. If you will tell me precisely what it is that a machine cannot do, then I can always make a machine which will do just that. Et ça me semble vraiment quelque chose de super juste. C'est-à-dire que le problème n'est pas tellement de faire une course entre homme et machine, mais d'être capable, et ça c'est à mon avis le travail des sciences, hein, de donner des définitions non ambiguës, formelles, et donc, si on veut, pour aller dans l'essence de Yves, objectif, mais objectif dans ce sens, c'est juste non ambigu, hein, et formalisable. C'est-à-dire que là, on n'est pas nécessairement dans une question de vérification, hein, il n'y a pas nécessairement un paradigme de vérité, comme le définissait Yves tout à l'heure, donc le fait de correspondre
aux faits. Ça, c'est Aristote ou Tarski, hein, la définition logique, A, si et seulement si A, donc A entre guillemets, donc la préposition A, par exemple, il pleut, est vrai, si et seulement si, bah, je mets la tête dehors et puis en effet, il pleut. Donc ça, c'est la question de vérité. Là, ce que je dis, c'est pas tellement si c'est vrai ou pas, mais j'ai une définition d'intelligence, par exemple, j'ai une définition de quelque chose. Bah, si j'arrive à donner cette définition de façon non ambiguë et formelle, et je vais essayer de vous dire tout à l'heure de faire des exemples pour faire comprendre ce que j'entends par là, bah, en fait, je peux faire un modèle formel et donc une machine peut le faire. Donc ça, c'est mon point. Là, vous voyez, donc l'objectif, c'est une espèce de renversement que je demande. Au lieu que essayer de voir si la machine peut faire des choses, s'interroger sur la définition d'intelligence. C'est-à-dire, c'est poser la question, comment nous définissons l'intelligence au singulier, ou plutôt, comment nous définissons différentes formes de comportement intelligent. C'est-à-dire que le problème de cette idée d'intelligence artificielle, c'est qu'on considère comme s'il y avait une seule forme d'intelligence. Et alors, c'est d'ailleurs assez surprenant le fait qu'on parle autant d'intelligence artificielle depuis 3-4 ans parce qu'il y a eu ChatGPT, alors que l'intelligence artificielle, on en parle au moins depuis les années 45-50, si ce n'est bien avant, parce que si on parle à Leibniz et Pascal, ils en parlaient déjà. Donc, en fait, l'intelligence artificielle, et puis encore, ça me fait encore plus rire quand on dit l'intelligence artificielle. Non, non, mais là, maintenant, elle est générative. Je veux dire, quand vous prenez une calculette et vous faites 4 plus 4, ben, elle est générative. Ça donne 8. 8, il n'est pas compris dans 4 ni dans 4. Donc, ça génère quelque chose. Donc, en fait, on entend quoi par intelligence? Ça, 4 plus 4, c'est un type d'intelligence formelle, justement, dans laquelle la machine est très, très forte et on peut construire des algorithmes super puissants. Hein. En effet, on dit, bah, oui, mais à cette époque-là, par exemple, dans les années 50, bah, la machine, oui, elle pouvait faire des calculs déjà assez bien, mais elle ne pouvait pas parler. Parler est un comportement intelligent, d'accord, mais ça veut dire quoi parler? Et bah, mon idée, c'est bah, si vous donnez une définition formelle assez précise de ce que ça veut dire parler, bah, là, vous pouvez faire une machine qui parle. Donc, vous voyez, ce que je propose, c'est d'arrêter de parler d'intelligence artificielle, vraiment d'abandonner ces termes, ça ne veut rien dire. Il y a des approches algorithmiques, des approches computationnelles, si vous voulez, il y en a plein. Ces approches computationnelles existent depuis au moins 80 ans, mais plus probablement depuis le début de la science occidentale. Pythagore faisait exactement la même chose, hein, donc au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, arrêtons de parler d'intelligence artificielle et concentrons-nous sur ce que j'appellerais plutôt des modèles de définition de l'intelligence. Concentrons-nous, par exemple, sur la tâche de définir ce que c'est que le langage naturel. C'est quoi le langage naturel? Est-ce que je peux donner une définition formelle, non ambiguë, de ce que c'est que la langue et de comment elle fonctionne? Est-ce que je suis capable de le faire? Ben, si je suis capable de le faire, ça veut dire que j'ai une science de la langue qui est plutôt pas mal. Si je ne suis pas capable de le dire, bah, voilà, j'ai une idée un peu vague, d'accord? Bah, je ne sais pas ce que c'est que le langage naturel. Puis c'est ça le problème, c'est que je ne sais pas ce que c'est. Knut fait la différence entre science et art. Hein, on revient un peu peut-être à ce que disait Samuel tout à l'heure. Hein, le vin, ouais, bon, enfin, je peux avoir un art. Je sais parler, j'ai l'art de parler, mais je n'ai pas la science parce que je ne sais pas comment ça marche. Hein, Yves disait rendre raison des phénomènes. Bah, si je suis capable de rendre raison de pourquoi ça marche comme ça, le langage naturel, là, pourquoi ça fonctionne d'une certaine manière, hein, le fait de maîtriser, hein, d'être capable de manipuler une langue naturelle, si je suis capable de rendre compte de comment ça marche, de pourquoi ça fonctionne comme ça, bah là, je suis capable de faire un modèle formel. Et là, peut-être, j'ai défini un modèle de définition de l'intelligence, où là, pour l'intelligence, j'entends bah, n'importe quel concept. Hein, donc, la capacité de manipuler la langue, la capacité de comprendre un concept particulier, l'amour. Pour moi, c'est la même chose. L'amour, c'est quoi l'amour? Bah, je peux avoir un art de l'amour et je peux avoir une connaissance scientifique. Si j'ai une connaissance scientifique, j'arrive à donner une définition formelle. Cette définition formelle, je l'implémente en algorithme. Il peut aimer autant qu'un être humain. Définir les sentiments, définir la conscience. Pour moi, la conscience, c'est la même question, mais je ne vais pas m'attarder parce qu'effectivement, c'est assez long.
Donc, ce qui m'intéresse, moi, dans l'étude ces approches computationnelles qui sortent aujourd'hui et qui sont très à la mode, ce n'est pas du tout de les utiliser. Je trouve que d'un point de vue heuristique, ils ne sont pas très intéressants ou ils n'apportent pas grand-chose, au moins pour le moment, à mon raisonnement scientifique. En fait, pour le dire très vite, je parle en particulier pas de toutes les approches algorithmiques, hein, il y en a plein qui m'intéressent. Il y a des approches algorithmiques pour calculer justement les prochains éclipses de soleil. Bah, ça c'est très intéressant. Bah, ça existe depuis très longtemps. Hein. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a été inventé en 2017. Mais en 2017, on a inventé les transformers, en effet, avec l'article Attention is all you need. Et en fait, ces trucs-là, pour moi, actuellement, ils ne servent absolument à rien d'un point de vue scientifique, mais ils sont très intéressants si on les étudie, pour comprendre mieux nos modèles de comportement intelligent. C'est-à-dire, on peut les étudier pour qu'est-ce que ça nous dit, cet algorithme-là. Par contre, il faut aller un peu dans les détails. Hein. On ne peut pas juste utiliser ChatGPT et puis dire ce qu'il me dit par rapport au comportement intelligent. Non, si vous allez étudier l'algorithme, hein, là, peut-être, on arrive à comprendre quelque chose sur les théories scientifiques, donc les modèles théoriques qui sont derrière. Et donc, est-ce que, par exemple, et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, un large language model me dit quelque chose sur ce qu'est la langue naturelle? Au moins, me dit quelque chose sur une théorie particulière et un modèle formel précis, bien défini, de la langue naturelle. C'est ça qui m'intéresse. Alors, vous voyez, là, on a des approches, une approche complètement bête qui est analyser des applications. D'ailleurs, là, on parle d'applications, hein, même pas d'approche computationnelle. ChatGPT est une application. Le Large Language Model sur lequel ChatGPT est basé, c'est GPT, hein, donc Generative Pre-trained Transformer. Donc, c'est un modèle pré-entraîné qui est là. Moi, c'est ça qui m'intéresse plus que chat. Chat, bah, c'est une manière d'utiliser le modèle. Et donc, l'approche bête que j'entends souvent, hein, c'est un peu de dire, ah, ben, il est très bon ou il n'est pas très bon. Donc, on analyse, est-ce que l'intelligence, pardon, pas l'intelligence humaine versus l'intelligence artificielle. Donc, c'est le fait de dire, ah, bah ouais, ChatGPT, il est bête, il répète seulement les mêmes choses, il ne sait pas ça ou ça. Là, je veux dire, quand on dit, par exemple, ah, bah, ChatGPT, il ne dit pas la vérité. Bah, ouais, c'est un peu comme dire que ma voiture ne fait pas les cafés. En effet, ma voiture, elle n'est pas faite pour faire les cafés et elle fait pas les cafés. Quelqu'un qui dirait, ah bah écoute, ta Dodge, elle fait vraiment très mal le café. Ça serait complètement débile, non? Et alors, ChatGPT, dire qu'il ne dit pas la vérité, évidemment, il n'y a aucun modèle de vérité qui est implémenté dans l'algorithme. Il n'y a rien, la vérité n'a rien à voir avec ça. GPT et comme tous les LLM sont des modèles probabilistes qui sont entraînés à deviner de façon stochastique, c'est-à-dire de façon aléatoire mais basée sur une certaine distribution des probabilités observées dans les corpus, le prochain token. Vous lui donnez des mots et il devine quel est le mot le plus probable. Bah, en fait, il n'a aucune idée d'une vérité. Par exemple, Yves nous disait correspondance aux faits. Bah, pour avoir ça, il faut avoir des faits d'un côté, puis pouvoir contrôler une correspondance. Si vous faites tout simplement une requête sur Wikidata avec un programme Python de 2 lignes, bah là, vous avez une notion de vérité. Si vous demandez la date de naissance de Napoléon à Wikidata, bah là, il y a une notion de vérité et vous avez une réponse qui est 1769 et c'est vrai. Et c'est vrai par rapport à quoi? Bon, là, on peut se demander les régimes d'épreuves, etc. Bah, c'est vrai par rapport à un savoir qui est, disons, contrôlé par une communauté. Il y a un consensus. Et puis, ces consensus, c'est écrit dans une base de données qui a été revue avec des mécanismes, etc. Mais en fait, l'algorithme, il va confronter cette connaissance structurée-là et il me donne une réponse. Donc là, oui, ça, c'est un modèle de vérité qui est implémenté dans le petit algorithme qui me dit la date de naissance de Napoléon. ChatGPT, quand vous lui demandez la date de naissance de Napoléon, il devine les tokens les plus probables. Donc, il n'a aucune idée de qui est Napoléon, il n'a aucun modèle. Donc, c'est complètement bête de dire que ah bah, parfois, il dit faux. Bah, évidemment, ce n'est pas ça qu'il est fait pour faire. Hein. Ou alors des trucs dans lesquels il menace de prendre la place de l'humain.
je pense que ce n'est pas très intéressant. Ce qui me semble plus intéressant, c'est, donc depuis mon approche de modèle de définition d'intelligence, c'est qu'est-ce qu'il modélise? Il est le modèle de quoi? Ou mieux, le modèle théorique puis le modèle formel qui sont derrière, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à certaines théories du monde, et donc dans ces cas en particulier de la langue naturelle. Alors, la première chose à voir, c'est justement d'où ça vient. En fait, GPT, comme la totalité des LLM, comme la totalité des approches inductives, qu'on appelle aussi connexionnistes à la langue, implémente une hypothèse linguistique de façon plus ou moins consciente, c'est-à-dire qu'il y a peu d'informaticiens et d'informaticiennes qui le savent, mais à la base, ces modèles naissent comme ça. Ils naissent comme implémentation de ce qu'on appelle l'hypothèse distributionnelle. C'est une hypothèse qui est à la base du structuralisme et qui est en particulier formulée par Firth, mais pas seulement. Des Saussure aussi. En fait, la première condition, évidemment, c'est le fait de dire la langue est un système clos et dont le sens à l'intérieur dérive des relations internes. Ça, c'est les grands pas structuralistes par rapport à la théorie de la langue, sans lesquels ça n'a pas de sens de penser au LLM. C'est-à-dire, par exemple, si je crois que la langue a quelque chose à voir, là, vous voyez pourquoi, depuis cette approche, la question de la vérité n'a plus aucun sens. C'est-à-dire, la question de la vérité, au moins, si la vérité a une correspondance avec des faits, donc correspondance avec quelque chose qui est extra-linguistique, disait Yves, il faut que j'aille voir s'il y a l'ours ou pas, pour savoir s'il y a l'ours. Là, c'est la vérité. Est-ce qu'il y a un ours ou pas? En fait, ce n'est pas un fait intralinguistique, c'est un fait extra-linguistique, selon cette définition-là de la vérité. Donc, en fait, l'hypothèse structuraliste et l'hypothèse distributionnelle, qui est une hypothèse sur la langue, implique que la langue n'a rien à voir avec la vérité, au moins de la vérité en tant que correspondance avec des faits qui sont par définition, par la définition que nous a donnée Yves, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir autre, mais selon cette définition-là, en fait, sont extra-linguistiques. Donc, c'est quoi l'hypothèse distributionnelle? L'hypothèse distributionnelle est celle selon laquelle le sens d'un mot dépend des relations que ce mot entretient avec les autres mots du corpus. Je vous fais un exemple. Hier, il y avait du filure bilan au resto. Personne ne sait cuisiner le filure bilan comme ma mère. Le filure bilan est très long à cuisiner. Tu connais la recette du filure bilan? Bon, en fait, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous avait déjà entendu ce mot. Je ne pense pas parce que je l'ai inventé, mais en fait, tout le monde ici comprend plus ou moins le sens de ce mot. Donc, on comprend que c'est un truc. Je l'ai fait à mes étudiants, ils m'ont dit, c'est du bœuf bourguignon? Ouais, peut-être quelque chose du genre. On arrive à placer, à deviner le placement sémantique de ce mot dans la langue par rapport aux relations que ce mot a avec les autres mots de la langue. Là, imaginez que vous ayez 1 million de phrases, là, vous allez bien peaufiner votre sens de filure bilan, juste à avoir un sens très clair. Évidemment, ce n'est pas la peine d'avoir vu du filure bilan ou de l'avoir goûté, on s'en fout. Et qu'il existe ou pas d'ailleurs, aussi, on s'en fout. Ce n'est pas la question ici. Donc, en fait, ces algorithmes sont entraînés, je pourrais faire bien expliquer, là, il faudrait entrer un peu dans les maths et voir, par exemple, en quoi la self-attention et donc le mécanisme du transformer change la manière de calculer ces sens-là. Mais concrètement, moi, je construis un vecteur du mot. Ces vecteurs, c'est une série de chiffres. Ces chiffres placent le mot à l'intérieur d'un espace linguistique et de cette manière, on se dit, ils embed, c'est vraiment l'idée de word embedding, ils embed le sens du mot, selon cette définition. Attention, Chomsky, il dit que c'est que de la merde, c'est ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis il y a une approche des linguistiques génératives, en fait, l'hypothèse structuraliste, l'hypothèse distributionnelle, ça n'a aucun sens. Donc, en fait, par contre, c'est une définition, donc un modèle, une définition non ambiguë et formelle de ce qu'est la langue. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que je me dis, ça fonctionne plutôt pas mal comme définition formelle. Parce que le truc, il parle. Il parle et il parle bien quand même. Il parle relativement bien, mais peut-être même plus que relativement bien. Il parle très bien.
il parle mieux que la plupart de mes étudiants en français, par exemple, en LLM, GPT ou BERT ou Camembert, le modèle qui a été entraîné à Paris. Camembert, il parle français mieux que mes étudiants en moyenne. Peut-être même mieux que moi, hein, des fois. Voilà, donc ça, ce que ça me dit, c'est que si je regarde la définition, le modèle formel de langue qu'implémente cet algorithme et que je regarde comment après il manipule la langue naturelle, je me dis que cette définition, donc l'hypothèse distributionnelle, quand même, elle a quelque chose d'intéressant. Après, il y a des limites, bien sûr. Quelles sont les limites? Par exemple, que ça prend quand même une force de calcul extrêmement importante. Bon, je continue parce que je suis un peu en retard. Est-ce qu'il est créatif, par exemple? Là, il faudrait rentrer et je suis un peu en retard. Il me reste quoi, Gabriel? 5 minutes ou 10 minutes? 10 minutes, 10 10 minutes. minutes, OK. Donc là est-ce qu'il est créatif? Là aussi, ça dépend de la définition de créativité. Là, vous voyez une définition de créativité écrite dans une formule mathématique plutôt simple. Ça, la formule que vous voyez, c'est la softmax, c'est la formule de la softmax, c'est la fonction d'activation qu'on applique à la fin pour prédire le prochain mot. En fait, je vous ai dit, j'ai une distribution de probabilité. En fait, ce qui est important dans cette formule ici, c'est le bêta. Donc, vous avez la fonction exponentielle E du token ZI. Donc, fonction exponentielle divisée par la somme de la fonction exponentielle de tous les tokens. OK? Et en fait, là, vous obtenez un pourcentage. Sauf que cette chose-là, vous pouvez la multiplier par un petit facteur bêta qui est le réciproque de la température. En fait, c'est quoi qu'il faut comprendre là-dedans? C'est peut-être un peu complexe à expliquer rapidement. C'est le plus B est petit, le plus la température est haute. C'est-à-dire, si j'ai, admettons, des pourcentages, vous savez, je dois deviner les prochains mots. Et disons que le prochain mot, j'ai la phrase mon animal de compagnie est un. Et là, j'ai chat, chien ou serpent. Et puis, admettons que dans les corpus, la probabilité de chat soit à 40%, 40%, 50% chien, OK, donc ça me fait 90, et 10% serpent. OK? En fait, bêta, me permet de changer ces proportions et de les rendre plus homogènes. Donc, au lieu qu'avoir 50, 40 et 10, par exemple, je vais avoir 33, 33, 33. Ça veut dire que le comportement du modèle va sortir quelque chose de façon stochastique, donc sur la base d'une distribution de probabilités qui a été normalisée de façon homogénéisante. Donc, il est plus probable que le modèle sorte des choses plus inattendues. Je ne m'attendais pas que mon animal de compagnie je ne m'attendais pas à serpent, je m'attendais plutôt à chien ou chat. Mais en fait, puisque j'ai modifié la distribution des probabilités, les modèles ont dit il a une température plus élevée, donc il est plus créatif. Est-ce que ça, c'est la créativité? Non, pas nécessairement. Ça, c'est une définition possible, formelle, bien structurée de créativité. Et quelqu'un me dit, ah ouais, non, mais la créativité, c'est plus que ça. Très bien. Tell me precisely what it is, et je vous ferai un algorithme qui implémente votre notion à vous. Donc, en fait, ce qui m'intéresse ici, c'est on a une définition formelle qui est précise, qui est donc non ambiguë, sur laquelle on peut tous comprendre de quoi on parle. La créativité, ici, c'est le fait de modifier une distribution des probabilités pour augmenter les probabilités d'une chose qui, dans une distribution linguistique, serait normalement moins probable. Et donc, en fait, c'est ça la créativité, sortir des choses qui me laissent, en parlant de la langue, un peu étonné. Pourquoi? Parce que le parlant de la langue, il est habitué à une distribution de probabilités. Et en fait, l'algorithme ne respecte pas cette distribution de probabilités et sort quelque chose qui est moins probable et qui pourtant a du sens. Là, je vous fais l'exemple juste d'un token, mais imaginez-le sur n tokens. En fait, la phrase va être plus inattendu, va dire des choses qui sont moins présentes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que puisque, par définition, aucun token du vocabulaire a comme probabilité 0, on évite ça avec des mécanismes de smoothing, en fait, n'importe quel terme pourrait apparaître. Donc, c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas vrai que les large language models répètent ce qu'il y a dans les corpus. C'est pas vrai.
Bah, il recombine en effet des tokens qui sont dans la langue, oui, mais ça, on peut dire n'importe quel parlant. Moi aussi, je suis en train de recombiner des patterns qui existent en français. Je ne suis pas en train d'inventer les français pendant que je parle, donc en effet, il n'y a rien d'original dans ce sens-là au moins. Donc en fait, ça correspond pas mal à ce que je suis en train de faire moi. Après, mais je ne suis pas satisfait, c'est pas que ça, etc. Bah, dites-moi exactement ce qui ne vous satisfait pas, on va les rajouter dans l'équation. Donc, ça, c'est pour moi, ce n'est pas les vrais dangers. Les vrais dangers, c'est lesquels, du coup? Donc, je vous ai bien parlé des LLM. Ce sont des algorithmes intéressants que ça vaut la peine d'étudier parce qu'ils peuvent nous dire quelque chose sur, au moins sur ce qu'est la langue. Par contre, il faut faire très attention. Il y a d'autres dangers et d'autres dangers qui commencent quand même à être identifiés, mais à mon avis, pas assez. Et donc, quels sont les vrais dangers de ces algorithmes? Le premier, à mon avis, c'est celui, et je mets Aladdin derrière, hein, c'est l'utilisation type lampe d'Aladdin. J'utilise ça pour faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire utiliser des algorithmes pour faire quelque chose qu'ils ne sont pas faits pour faire. Typiquement, utiliser ma voiture pour faire du café. Hein, en fait, ce qui est complètement débile, c'est qu'on peut arriver à faire ces choses. Hein. L'exemple que je faisais dans un billet des blogs récents, c'est la tronçonneuse, elle utilise les moteurs à explosion. Je peux utiliser une tronçonneuse pour aller à l'université. Je lui mets des roues à la place de la chaîne et puis je vais avec et puis je dis quand même, ça ne va pas très bien. Oui, en effet, mais je peux le faire, mais c'est complètement bête. En plus, je défonce tout, etc. Mais je peux y arriver hein, d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est ça qu'on fait. Hein. Typiquement, on fait faire un calcul à ChatGPT. Bah, il va peut-être le faire, mais en fait, il n'est pas fait pour le faire. Une calculette le fait mieux. ChatGPT fait un calcul de façon complètement inductive sur la base de son corpus. Il n'a aucune idée de ce que c'est 4 plus 4. Si il n'applique pas une règle mathématique, il applique une règle d'induction sur les corpus linguistiques qu'il connaît. Donc, en fait, c'est comme utiliser ma voiture pour faire du café. Okay? Ou chercher des sources. Bah, en fait, il ne sait pas ce que c'est qu'une source. Il n'a pas de notion de vérité. Il n'a pas accès à des sources. Donc, en fait, chercher sur un catalogue des bibliothèques une source. Un LLM n'a aucune idée de ce que c'est. Donc, en fait, c'est un comportement aberrant. Hein, ou, à mon avis, n'importe quel usage scientifique, bah, en fait, c'est un modèle inductif. Donc, c'est un modèle qui prévoit des tokens à partir d'une distribution des probabilités. Bah, l'usage scientifique est toujours très problématique parce qu'en fait, c'est un modèle inductif et d'ailleurs, pas seulement, mais c'est un modèle stochastique, c'est-à-dire que justement, il donne une réponse qui est aléatoire. Alors, j'ai des doutes, mais il faudrait en parler beaucoup plus, et Yves peut-être pourrait réagir sur ça. J'ai des doutes qu'on puisse faire des usages scientifiques d'outils stochastiques. C'est-à-dire la science que je connais au moins, la plupart de la science que je connais au moins est déterministe. Deux fois la même question, deux fois le même résultat. Sinon, ce n'est pas de la science. Si je commence à dire, bah, ça dépend, des fois tu me dis 4 plus 4, des fois je te dis 8, mais des fois je peux te dire 9, bah, en fait, ça, malheureusement, bah, ce n'est pas un modèle scientifique. Donc, en fait, une approche stochastique ne peut pas être utilisée. Donc, moi, je vois des gens qui utilisent les LLM, par exemple, pour classer des résultats, des recherches ou des données, etc. Bah, je trouve que c'est un usage qui a forcément à la base faux parce que c'est stochastique. Et moi, je voudrais que si tu me donnes les mêmes données, je vais être capable de les reclasser de la même manière que tu les as classées. Mais là, si tu me donnes un modèle probabiliste et stochastique, donc aléatoire, bah, en fait, à chaque fois que je le fais tourner, j'ai un autre résultat. Donc ça, c'est les usages aberrants. Autre problème et autre vrai danger, c'est l'infrastructure monstrueuse. Quand on fait corriger, par exemple, pour faire un usage qui n'est pas aberrant, on fait corriger à ChatGPT une phrase. Je vous ai dit, il parle plutôt bien, il sait le faire. Hein, parce que, en fait, bon, je ne dirai pas pourquoi, mais il semble le faire. Sauf que la différence de coût énergétique entre faire ça avec ChatGPT et faire ça avec Antidote est immense. En fait, on est en train de cramer des forêts pour faire une chose qu'on pourrait faire avec une bougie. Donc, il faut se poser quand même la question. Est-ce que, oui,
parfois je peux l'utiliser, mais en fait, c'est un peu comme si, oui, je peux aller en avion à l'université ou en hélicoptère de chez moi à l'université, j'y vais en vélo normalement. Je peux y aller en hélicoptère, mais en fait, j'arrive pas plus vite parce qu'il faut que je décolle, etc. Et puis, en fait, mon impact énergétique est sans aucun sens pour ne rien gagner à la fin, parce que peut-être à la fin, je vais gagner 5 minutes ou peut-être même moins. Voilà. Et peut-être d'ailleurs, parfois, j'ai fait un usage aberrant et donc en plus, j'ai dépensé beaucoup d'énergie, mais je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Et la dernière chose, et comme ça, je m'étais, Gabriel, j'ai 30 secondes. La dernière chose, c'est le fait que lié à l'infrastructure monstrueuse, il y a un monopole qui s'est mis en place. Les monopoles, c'est-à-dire que les capacités de faire tourner un LLM sont des capacités réservées à qui a des centres de données immenses et une force computationnelle immense. Ça veut dire que, par exemple, une université ne pourra jamais faire tourner en local un LLM. Quand vous faites aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde utilise les applications existantes, c'est-à-dire que concrètement, quand vous regardez les gens qui vous disent « Ah, j'ai fait une application d'intelligence artificielle », en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il achète un token de connexion à l'API de OpenAI. C'est-à-dire que fondamentalement, on utilise une ou deux, fondamentalement OpenAI ou Google, c'est les deux acteurs fondamentaux. Et quel est le problème? C'est que, en fait, là, on est dépendant de tous ces usages-là de une ou deux entreprises qui prennent les décisions sur les modèles théoriques qui sont derrière, sur l'entraînement, sur comment après on met à disposition le modèle entraîné, donc sur la structure de l'API, sur la réponse, etc. Aujourd'hui, la plupart des informaticiens et informaticiennes qui travaillent soi-disant sur l'intelligence artificielle, fondamentalement travaillent à l'accès à l'infrastructure de ces API-là, c'est-à-dire travaillent pour ou avec seulement deux compagnies. Là, le problème, c'est que oui, je veux bien qu'ils parlent bien français, mais là, la langue française commence à dépendre de une ou deux sociétés, et ça, c'est très problématique. Donc, vrai danger et vraie question théorique, épistémologique et politique à se poser. Est-ce qu'on peut devenir de plus en plus dépendant pour une série d'actions très, très larges, juste de deux compagnies qui ont les moyens pour garder cette infrastructure monstrueuse. Merci beaucoup.